Bonjour, merci. Bon, vous l'avez dit, je suis médecin. Je m'appelle Ben Kabea Mwamba. Je suis médecin en fonction au programme de lutte contre le VIH/SIDA. Et c'est depuis des années. Et par rapport à ce programme-là, j'assume la fonction de médecin chargé de prise en charge de cette infection-là qu'est le VIH/SIDA à travers la province. Ça voudrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, avec ce que nous faisons, nous pouvons dire qu'il y a déjà des grandes avancées par rapport à cette infection qui, il y a des années, c'était une calamité, c'était un drame. Quand quelqu'un était infecté du VIH, tout de suite, il voyait la mort. Mais aujourd'hui, avec les efforts, avec l'évolution de la science, on est sûr que bon, on peut en parler librement comme j'en parle là, pour éclairer la lanterne. Bon, dans les expressions, comme tu voudrais, les mots médicaux, bon, je peux peut-être y aller étymologiquement pour que les gens comprennent. Bien sûr, quand on dit VIH/SIDA, il faut comprendre comme tout scientifique que le VIH/SIDA, c'est une infection. Une infection qu'une personne peut contracter, qui peut se développer dans l'espace-temps. Et par rapport à cette évolution-là, cette infection peut aboutir à ce qu'on appelle la maladie, ou ce que vous appelez communément le sida. Et donc, qui dit infection, nous voyons le soubassement de cette infection-là, ou la cause de cette infection-là, qui est un germe. Au jour d'aujourd'hui, en médecine, nous avons plusieurs germes qui causent beaucoup d'infections. Mais si on peut les regrouper, il y a des bactéries, il y a les champignons, il y a les parasites et il y a aussi les virus. Et parmi les virus, il y a un type de virus au jour d'aujourd'hui, parce qu'il est question de l'infection à VIH/SIDA, qui cause cette infection-là, qu'on appellerait le VIH. Et par étymologie, quand vous voyez VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Pourquoi humaine? Ça voudrait dire que c'est une infection aujourd'hui que les humains seulement peuvent contracter et qu'ils peuvent développer. Et en se développant, cette infection-là peut aboutir à une maladie qu'on appellerait le sida. Voilà, d'une manière ramassée, l'étymologie du mot VIH. Quand on dit VIH, ce n'est qu'un virus, ce n'est qu'un germe qu'une personne peut contracter. Et quand il a contracté, ce virus-là peut créer des dommages, peut entraîner une infection. Et si cette infection n'est pas prise en charge, ou on ne l'a pas reconnue, elle peut aboutir au sida, qui est une maladie. L'origine au jour d'aujourd'hui, c'est une origine mitigée, comme je peux le dire. Parce que d'après les scientifiques, il y en a qui ont dit que cette maladie a commencé en Afrique. Et plus précisément, quand on parle de l'Afrique, là, ton pays qui est le nôtre a été incriminé, la RDC.
Et il y en a aussi qui remontent, qui disent que bon, c'était au Cameroun. Donc c'est une maladie qui a commencé en Afrique par rapport à ses origines, et ce déjà vers les années 1981. Mais au jour d'aujourd'hui, là, les scientifiques qui ont pu mettre les germes en cause, qui ont pu retrouver ces germes-là, d'abord c'était les Français, vers les années 81, et ensuite, avec l'Institut Pasteur, et ce sont les Américains qui viendraient vers 1983 pour parler de l'infection à VIH qui est causée par les virus de l'immunodéficience humaine. Et entendez là-bas le VIH1 et le VIH2, parce qu'il y en a de deux sortes. De deux sortes. Donc c'est un peu ça l'origine. Et au jour d'aujourd'hui, bon, si on peut encore remonter, d'après les études, on nous raconte que c'était aux États-Unis, vers ces années-là dont j'ai cité ici. Après certaines études, on a découvert auprès des jeunes gens, auprès des 5 jeunes gens, qu'on appellerait les homosexuels, une certaine pathologie, une certaine maladie, qu'on a appelée ici une pneumocystose, qui est une pathologie qui affecte le poumon. Et le fait que ces jeunes gens ont consommé une molécule avec exagération, et cette molécule qu'on a appelée la pentamidine, le fait que cette consommation a été exagérée, ça poussait aux chercheurs de chercher à comprendre mais comment expliquer que ces jeunes gens ici consomment plus la pentamidine. Et en remontant la filière, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé qu'il y avait un virus en soubassement qui était à la base de cette infection développée par ces jeunes gens. Et l'infection, c'était quoi? La pneumocystose. Et en poussant plus loin, c'est comme ça que plus tard, on viendra parler du virus à VIH, SIDA. D'autre part aussi, il y a d'autres chercheurs qui ont dit que c'était une zoonose. Comprenez le terme scientifique. Une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui se transmettrait d'animaux vers les humains. Et l'incriminé ici, ou les animaux incriminés en son temps, c'était les chimpanzés. On avait pensé que c'était un des chimpanzés qui se trouverait dans une brousse quelque part. Et comprenez, quand on parle de la brousse là, c'est l'Afrique, dans une forêt. Et la forêt, aujourd'hui, c'est votre pays qui a une grande forêt où on peut trouver tous ces animaux-là. Et on a pensé que c'était un chimpanzé qui y avait cette maladie. Et l'humain qui était parti en brousse pour chasser du gibier est tombé sur ces chimpanzés-là. Et en consommant sa viande, se serait contaminé par rapport au VIH. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une très grande évolution par rapport à cette infection-là. Vers les années 1981, reconnaître cette maladie-là, c'était un grand problème. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme avancée, poussée scientifique, il est difficile de vous dire que, voilà, si vous voyez ceci, ou c'est là, ça voudrait dire que cette personne-là est infectée du VIH. Les symptômes en soi, c'est difficile parce que vous pouvez les confondre, ces symptômes-là, avec une autre personne qui ferait n'importe quelle pathologie, qui ferait n'importe quelle infection. Et donc, aller en termes vulgaires pour dire aux gens que si vous constatez ça chez telle personne ou ceci, c'est difficile. Bien sûr, peut-être si on est déjà à un stade très avancé de la maladie,
est quelqu'un qui vous fait le sida, maladie. Oui, là c'est facile. On peut vous dire, bon, comme la personne est alitée, voilà, maigrichon, voilà, et ceci et consort. Ça, ce sont les signes évocateurs de l'infection à VIH, aujourd'hui le sida. Mais quand la personne a contracté cette infection-là, il est difficile. Pourquoi difficile? Parce que je vous ai dit qu'avec l'avancée scientifique, il y a des personnes qui prennent des produits aujourd'hui, que vous allez confondre aux personnes séronégatives, bien portantes. Vous allez rencontrer quelqu'un en embonpoint, vous allez vous dire que cette personne n'a pas l'infection à VIH, alors que la personne est porteuse. Donc, parler des signes appropriément comme ça, c'est difficile. C'est comme ça que nous recommandons à toute la population de se faire tester pour éviter les pires. Et les pires, c'est quoi? À un stade avancé. Parce qu'il y a des séro-ignorants, il y a des gens qui s'ignorent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les statuts sérologiques. Et par le fait que vous ne connaissez pas, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est bien portant, qui peut peut-être présenter ou ne pas présenter des symptômes, et c'est difficile. Et comme je l'ai dit, au début de la maladie, c'est difficile. Il faudra que la personne reste pendant longtemps. Ça dépend d'une personne à l'autre. En médecine, nous disons qu'il n'y a que des malades, il n'y a pas des maladies. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'une personne peut contracter une infection aujourd'hui et peut la développer en sa manière, que quelqu'un d'autre qui peut la contracter aujourd'hui et dans peu de temps développe les symptômes et puis vers les signes que vous pouvez voir tous. Et ensuite, s'il n'y a pas de prise en charge, les conséquences peuvent s'en suivre. C'est comme ça que nous recommandons, en tant que chargé de prise en charge, nous recommandons à la population de pouvoir se faire tester. C'est très important. Mais si on doit se fier aux symptômes ou aux signes pour dire c'est quand je verrai ceci ou cela, ça peut être trop tard de vous avertir. Le dépistage est très très important. Voilà. Merci. Merci beaucoup parce que vous parlez des jeunes. Je voudrais que les jeunes comprennent aujourd'hui que l'avenir de demain, c'est entre leurs mains. Et quand on parle avenir là, c'est d'abord la bonne santé. Vous devez être en bonne santé pour espérer vivre demain. Ce que je n'ai pas dit, c'est que en termes d'épidémiologie, au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 38 millions de personnes infectées du VIH-Sida. Je dis bien 38 millions à travers le monde entier. Et voyez-vous, votre pays aujourd'hui, qui est le nôtre, la RDC, compte aujourd'hui autour de 80 à 100 millions d'habitants. Quand on dit 38 millions, c'est à peu près la moitié, si je peux exagérer, de la RDC à travers le monde entier, des gens qui sont infectés. Parce qu'il est question des jeunes, je vais parler des nouvelles infections. Par rapport aux 38 millions, là, vous allez découvrir qu'il y a à peu près 1,8 million, c'est-à-dire 1 800 000 personnes qui s'infectent chaque année. C'est pas moindre. C'est beaucoup. Alors c'est comme ça que, par rapport à cela, nous recommandons aux jeunes de pouvoir se dépister ou se faire dépister et connaître leur statut psychologique pour espérer vivre demain. Comment on peut attraper cette maladie? C'est la question. Je rentre là-bas. Comme toute autre maladie, l'infection à VIH, on peut l'attraper comme toute maladie. Mais ici, il faut préciser qu'il y a 3 grandes voies de contamination. 3 grandes voies. Et là, je vais attirer l'attention des jeunes. Parmi les 3 grandes voies, la première voie, c'est la voie sexuelle. Quand on dit voie sexuelle, on fait intervenir son sexe. Et je ne vais pas entrer dans les détails pour dire aujourd'hui, parce que les gens définissent le sexe autrement et différemment. Mais je parle ici de sexe biologique, où nous voyons un sexe masculin et un sexe féminin.
Bien sûr qu'il y a d'autres sexes, mais même par ces voies-là, il y a beaucoup de chances de se contaminer. Rien que par cette voie sexuelle-là, une personne peut se contaminer autour de 90% de chances. Donc la personne qui pratique le sexe, sans pouvoir recourir aux méthodes de prévention, peut facilement attraper l'infection à VIH-Sida. Ça, c'est la première voie. Et nous disons ici qu'un seul rapport sexuel à ce jour non protégé peut contaminer de l'infection à VIH. Donc ça, c'est la première voie. Et en Afrique, nous disons bien en Afrique, mon pays fait partie de l'Afrique, ma province fait partie de l'Afrique, et la grande voie par laquelle les gens se contaminent, c'est celle-là. Et c'est là que nous trouvons autour de 80% des gens qui s'infectent, c'est par la voie sexuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a attrapé le VIH-Sida et qu'il développerait le sida, tout le monde dira c'est un coureur de jupe. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, c'est la première voie par laquelle les gens se contaminent. La deuxième voie de contamination, c'est la voie sanguine. Quand je dis la voie sanguine, ça veut dire tout ce qu'il y a autour du sang. On vous a transfusé, ou bien on vous a donné du sang. Et ce sang-là n'a pas été au préalable testé ou examiné. Parce que quand on donne le sang, il y a toujours les marqueurs que nous recherchons quand on donne ce sang-là, avant d'être transfusé. Et si ce sang a été donné sans examen, vous avez la chance de pouvoir attraper l'infection. Et c'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, des jeunes gens, des jeunes filles, qui sont nés parce que infectés aujourd'hui, mais quand on remonte, vous dites non, elle aurait reçu ou elle avait reçu le sang de son parent ou des stations de ceci, et ça ne peut pas transmettre. C'est comme ça que les gens ici, je préviens, tout ce qu'on fait dans les centres aujourd'hui de prise en charge, les centres de prise médicale, les transfusions à chaud. Quelqu'un vient la nuit et le matin, excusez-moi, parce que vous avez évalué que son hémoglobine est effondrée, non, tu vas transfuser ton bio, et c'est où ça se fait? Dans un décor, dans un coin, dans l'officine. L'officine, c'est bien dit, dans une pharmacie quelque part. Aujourd'hui, toutes les pharmacies que nous avons dans la ville sont transformées en cabines de prise en charge, de transfusion. Vous voyez à travers la ville combien de gens sont porteurs de trousses, d'avocats. Donc pour vous dire que même les transfusions se font comme ça et nous on n'a pas la maîtrise. Donc la deuxième voie, si on vous a donné du sang d'une personne infectée, vous avez la chance de contracter l'infection à VIH. Et tout ce qu'il y a comme corollaire autour, vous avez reçu une piqûre, vous avez utilisé une seringue de quelqu'un, là il faudrait encore que j'explicite. On a utilisé une seringue. Cette seringue-là devait être à usage unique. On n'a pas eu le temps peut-être de la stériliser. Et quand on l'utilise, c'est quelqu'un d'autre. On peut facilement s'infecter aussi. Donc tout ce qui est autour du sang, si ce sang-là n'a pas été au préalable testé, la personne peut attraper l'infection VIH. Ça, c'est la deuxième voie. Et la troisième voie, on l'appelle vulgairement la voie de la mère à l'enfant ou la voie verticale. C'est-à-dire, il s'agit d'une femme, d'une maman qui est enceinte par surcroît, mais porteuse du virus à VIH. Cette maman-là, si elle ne s'est pas examinée avant, si elle n'a pas eu le temps d'apprendre, comme le disons ici, elle peut transmettre l'infection qu'elle porte à son bébé dans son sein maternel si on n'a pas agi à temps. Voilà les trois voies par lesquelles une personne peut contracter l'infection à VIH. Merci beaucoup. La prévention reste aujourd'hui la voie par excellence pour éviter la transmission de l'infection à VIH aux générations futures. Quand je n'ai pas de génération ici, je comprends. Mais écoute un peu, on ne peut pas seulement parler de la prévention
sans comprendre comment on peut attraper l'infection. Je vous ai parlé des voies de transmission. Si on peut comprendre par quelle voie on peut contracter cette infection-là, là, la prévention devient facile. C'est comme ça que nous voulons insister, que les gens comprennent comment on peut attraper. Vous avez trois voies ici. Il y a la voie sanguine, il y a la voie sexuelle et il y a la voie de la mère à l'enfant. Ce que nous faisons, c'est quoi? Si nous connaissons la porte par où un voleur vient entrer chez nous, nous allons verrouiller cette porte-là pour qu'il n'entre plus jamais. C'est ça qui arrive. Donc, nous avons dit ici qu'en Afrique, c'est la voie sexuelle qui est au-dessus. Et ce qu'on peut recommander par rapport à cela, c'est quoi? Il faut avoir une sexualité responsable. Sexualité responsable, c'est quoi? Ça voudrait dire beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Malheureusement, on est coincé par le temps. Ça voudrait dire que l'Afrique est en train de dévier un peu par rapport à ses mœurs, par rapport à ses tabous. En Afrique, en son temps, la sexualité ne pouvait être autorisée que quand on a atteint un certain âge et dans les mariages. Mais aujourd'hui, vous constatez que, bon, les jeunes gens, surtout avec l'époque de mode Android ici et consorts, tout ce qu'on peut prendre, on lit à gauche et à droite, on doit appliquer. Et c'est comme ça que les gens n'ont plus cette sexualité responsable. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sexe ne peut être autorisé que dans les mariages, mais il y a des gens qui ont le sexe même en dehors du mariage. Il y a des gens même qui sont mariés, mais qui vont en dehors de leur mariage pour chercher un plaisir. Il y a des jeunes gens qui voudraient découvrir, mais à tous ceux-là, parce qu'ils sont responsables, on les recommande quoi? La prévention. Et cette prévention-là, au jour d'aujourd'hui, a beaucoup évolué. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on a parlé des ABC de la prévention. C'est l'abstinence dans les A. Les B là, c'est tout simplement arriver à faire quoi? À s'abstenir. Ok? Abstinence, la bonne fidélité. Ok? Ça c'est les B. Et les C là, ça veut tout simplement dire quoi? On doit avoir des rapports sexuels responsables. Donc les A, les B et les C. Et les C qui vous dit ici, le condom. Si on n'a pas su avoir la bonne fidélité, si on n'a pas su à s'abstenir, on peut utiliser le condom. Or, le condom aussi, c'est encore une autre relation. C'est pour ça qu'on recommande aux jeunes des choses très simples. Abstinence, la bonne fidélité si on est marié, et l'utilisation du préservatif si on ne sait pas se gérer. C'est comme ça qu'on recommande aujourd'hui les trois voies. Mais en dehors de cela, comme je vous ai dit, la science a beaucoup évolué. Nous avons ce qu'on appelle aussi la prophylaxie pré-expositionnelle et même la prophylaxie post-expositionnelle. Dans le post-expositionnel, là, c'est quand on a déjà été exposé. Mais parce qu'il est question de la prévention, nous préférons la PrEP, la prophylaxie pré-expositionnelle. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des produits que nous avons à la portée de notre main, que nous pouvons donner aux gens pour éviter à contracter demain l'infection VIH. Bon, c'est une longue histoire. C'est des produits que nous avons déjà. Malheureusement, je suis hors de mon cabinet. Je peux vous les présenter. Ça voudrait dire que ce sont des antirétroviraux qui sont, au jour d'aujourd'hui, là, préparés sur base de modes d'évolution de l'infection à VIH. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, si on peut donner ça aux jeunes gens, ils peuvent arriver à éviter l'infection à VIH. Ça dépend. Donc, quand vous les avez pris, les délais requis, comme j'ai dit, ça dépend de catégorie à d'autres, mais les délais minimum, ça va jusqu'au de 5 jours de prise de ces produits-là. Quand vous avez pris ça, pendant les 5 jours, là, on peut vous rassurer que maintenant, là, vous êtes protégé. Et quand vous rencontrez une personne qui est séropositive, vous pouvez ne pas contracter l'infection. Et beaucoup plus, comme je l'ai dit, qu'on avait toujours dans la vie, là, c'est les jeunes, les homosexuels. Comprenez que ce sont des mouvements qui sont déjà chez nous ici aujourd'hui. Donc, nous préférons leur donner ces produits-là pour éviter à faire quoi? À contracter l'infection VIH. Et on les prend selon que les risques
persiste, si le risque est substantiel, si vous êtes sûr que vous pouvez vous exposer ou vous levez tous les jours, vous êtes contraint de prendre ces produits-là chaque jour jusqu'à ce que votre risque sera réduit. Mais il y en a aussi qui peuvent les prendre seulement pour un jour ou pour 2 jours, mais comme je l'ai dit, minimum 5 jours pour vous rassurer que maintenant je suis hors état de contracter l'infection à VIH. Et vous pouvez rencontrer aussi, excusez-moi je termine, pour vous dire qu'il y a même des couples sérodiscordants. Ça voudrait dire quoi? Dans un même couple, vous avez un partenaire qui est infecté et l'autre partenaire n'est pas infecté. Mais ces gens-là s'aiment, ils vivent ensemble. On donne au partenaire qui n'est pas infecté la PrEP pour lui éviter de contracter l'infection à VIH jusqu'à ce que le partenaire sexuel qui est infecté, si sa charge virale est encore élevée et qu'il est en début de traitement, qu'on attend jusqu'à ce qu'il va réduire sa charge virale. Et quand la charge devient indétectable, on peut arrêter la PrEP pour que les autres continuent avec leur activité sexuelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, en termes de prévention, il y a déjà beaucoup d'avancées. En dehors des 3, des ABC, il y a aussi la PrEP que nous faisons chez nos amis. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, monsieur Trésor.